C'est avec avec un sens de devoir, beaucoup d'honneur et d'ailleurs de bonheur que j'ai contribué à l'étude et à l'adoption de ce budget. Vous savez, il revient au Parlement de mettre à la disposition du gouvernement à travers le vote du budget les moyens, notamment financiers, pour accomplir son programme d'action. Alors c'est avec beaucoup d'engagement que j'ai voté ce budget. J'attends de ceux qui vont exécuter le budget une mise en œuvre rigoureuse du budget tel que nous l'avons souhaité. En tout état de cause, vous savez que le Parlement a l'autre mission aussi de participer ou d'assurer l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre rigoureuse de son plan d'action, c'est-à-dire dans la bonne gestion des moyens mis à la disposition du gouvernement. Parce que c'est de cette mise en œuvre rigoureuse que nous allons atteindre les objectifs qui sont fixés par ce budget. J'ai voté pour ce budget parce que ce budget est soutenu par des engagements du gouvernement au plan social. Je veux citer les filets sociaux, je veux citer l'école, je veux citer la cantine scolaire qu'on a dans les écoles. Je veux citer même les classes sportives et culturelles qu'on a dans les écoles aujourd'hui. Toutes choses qui vont contribuer à développer nos jeunes gens et à leur donner les moyens de s'accomplir. Nous avons changé la façon de faire pour que l'argent public serve réellement au développement dans le pays. Et tous les Béninois sont témoins de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Même ceux qui ne sont pas encore impactés, ils voient que ça se fait ailleurs, que bientôt ce sera leur tour. Voilà ce que les Béninois vont retenir du budget exercice 2025 dont nous venons de donner l'autorisation pour cette loi de finances au gouvernement. Ces jeunes qui ont été obligés de partir se chercher en exil, qui sont en train de revenir, on fera tout pour les former, pour qu'ils puissent rester sur place. C'est parce qu'ils voient des neiges permanentes ici qu'ils sont obligés d'aller se chercher. Lorsque l'économie ira encore mieux et lorsqu'ils trouveront à faire, ils n'iront pas se chercher. Les populations qui vivent du commerce entre le Bénin et le Niger aujourd'hui souffrent énormément. Le gouvernement est appelé à régler ce problème. De deux, je prends du côté de l'éducation, les AME. Il a été dit l'année passée, lors du vote du budget, qu'en 2024, 3 000 AME devaient être reversés. Et chaque année, ça devait être pareil. Donc, nous attendions ce que dans le budget de 2025, à la fin, qu'on trouve 6 000 AME. Mais je dis, dans le contenu du budget, le reversement d'aucun AME n'a été effectif. Et rien ne prouve qu'un AME c'est que le gouvernement veut continuer dans le reversement des AME. Donc c'est un problème. Si ceux qui donnent l'éducation, ceux qui enseignent nos parents ont une situation précaire, comment l'éducation serait bien donnée à nos enfants? Dans le secteur agricole, juste maintenant, les producteurs de soja, de cadio continuent pas à souffrir. Dans le budget ici 2025, il y a un amendement porté par un député, accepté par le gouvernement, parce que cet amendement qui dit que tous les industriels qui achètent le soja et le cadio et qui n'arrivent pas à transformer le soja et le cadio, entre la fin de leur production et le début d'une autre campagne, ces industriels peuvent vendre le cadio et le soja à l'extérieur sans payer les taxes et douanes. Alors qu'on sait déjà qu'il y a un problème, parce que la GDIZ, le cadio et le soja de nos parents producteurs sont arrachés, vendus à un coût relativement faible et sans aucune transformation qualitative. Parce que ce qui se fait à la GDZ, c'est juste le calibrage, la séparation des gros grains et des petits grains du cadio et du soja qu'on exporte après. C'est pour camoufler cela qu'on met maintenant dans la loi de finances que les gens peuvent, après la production, peuvent exporter le reste, le stock résiduel à l'extérieur. Quels sont nos caches? Je vais dans le secteur eau. En 2016, la couverture en zone urbaine était à peu près plus de 67%. Aujourd'hui, on est à moins de 80%. On montre qu'on a fait des investissements massifs. Alors que déjà dans Cotonou, à Semekoji, il n'y a pas l'eau. Mais l'investissement qui se fait, ça va où? On a comme l'impression qu'il y a plus de théorie que de pratique. Nous demandons alors de tout faire pour que au moins l'OMD qui s'occupe de la couverture en eau puisse être réglé, parce que c'est un besoin essentiel. Et dans nos communes, les AEV sont pratiquement tous en panne. On demande au gouvernement de réparer, au moins de permettre aux maires de réparer nada. Ce n'est pas fait.
Dans ces conditions, comment un gouvernement qui ne donne pas à manger aux Béninois, qui ne donne pas l'eau aux Béninois, qui hypothèque l'éducation des enfants, comment nous pouvons croire en leur budget? Encore que le budget est tellement opaque dans sa réalisation. Et pour finir, je tiens à rappeler qu'il y a plus de le discours politique qui est mené par rapport à la réalité que nous observons. Si on fait l'analyse, on se rend compte que le gouvernement a échoué. Et nous ne pouvons pas accompagner un gouvernement dans l'échec. Nous devons les amener à améliorer les conditions de vie des populations. Et aussi les différents projets qui sont lancés puissent connaître un aboutissement réel. On lance des projets qui n'évoluent pas, on relance d'autres projets parce qu'on est en fin de mandat. Dans ces conditions, personne ne peut croire au réalisme de ce budget et c'est pour cette raison que, unanimement, en demandant au gouvernement de rendre la gratuité de la dialyse n'est pas effective, nous allons dire alors, en pensant à ces dialysés qui souffrent matin, midi, soir, aujourd'hui nous disons que nous ne pouvons pas accompagner. Ils vont nous dire qu'il y a des exonérations des intrants. Je vous dis, l'impact de ces exonérations n'est rien par rapport au coût d'une séance de dialyse. Une séance fait près de 100 000 aujourd'hui. L'impact de ces exonérations ne peut pas amener la séance à moins de 90 000. Quand il y a un couple, c'est vraiment un couple là. Vraiment, je ne conçois pas pourquoi la femme ne peut pas fouiller le portable. Qu'est-ce que l'homme a caché à sa femme et qu'est-ce que la femme aussi a caché à son homme. Parce que quand on parle de couple là, le couple là, c'est jusqu'à la mort. Hein, l'autre aussi on doit être sincère dans un couple en fait quoi. La sincérité admet quand même que le mari fouille le portable de son mari et vice versa en fait quoi. C'est ça. Le téléphone d'un homme ne devrait pas être fouillé par sa femme. Parce que parfois la femme fouille le téléphone. Donnons un exemple, la femme fouille le téléphone, elle peut voir ce qu'elle ne souhaite pas. Donc pour ne pas être brisée, de préférable, la femme ne doit pas fouiller le téléphone de son mari. Et aussi pour la stabilité d'un foyer, ce n'est pas bien pour que la femme fouille le téléphone de son mari. La tromperie, là, même si tu fouilles le téléphone là, et tu imagines déjà et tu vois maintenant qu'elle t'a vraiment trompé, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu vas encore ressentir la même chose? Est-ce que ça sera la même confiance? Autant ne pas voir et être simple. Là, tu sais que tu n'auras pas de soucis parce que là, tu n'as rien cherché à savoir. Au fait, comme on le dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, les enquêtes aussi qui ne servent à rien, là, vaut mieux ne pas les faire. Les hommes ne sont pas fidèles. Est-ce que les hommes sont fidèles? Eux, ils demandent aux femmes d'être fidèles. Eux, ils ne sont pas fidèles. C'est bien vrai, la fidélité, c'est pour la femme et non pour l'homme. Mais ce n'est pas une raison que la femme va fouiller le portable de son mari ou de son partenaire. Ce n'est pas bien. Vous comprenez un peu. Pour éviter tout problème, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Chacun avec son téléphone. Vous comprenez? Chacun avec son téléphone. Tu ne fuis pas pour moi, je ne vais pas fouiller pour toi. C'est très simple. Si c'est un couple, on n'a rien à se cacher. Même si tu penses que tu fais de travers et la femme arrive à peut-être découvrir, l'essentiel c'est que vous comprenez, c'est tout. Il n'y a jamais de couple, exemple, dans cette vie, il n'y a jamais de couple, exemple. L'essentiel c'est de se faire combien, d'être sincère en fait, c'est ça. L'ancien président John Dramani Mahama a remporté l'élection présidentielle du samedi 7 décembre 2024 au Ghana. John Dramani Mahama est né le 29 novembre 1958 à Damongo, dans l'ouest du pays. En 1986, il étudie la communication puis la psychologie sociale à Moscou. Il est membre du Congrès démocratique national. Le 24 juillet 2012, il remplace le président John Atta Mills, mort à l'âge de 68 ans à la suite d'une courte et brutale maladie. Il prête serment devant la présidente de la Cour suprême Georgina Wood. Selon les thèmes de la Constitution ghanéenne, John Mahama est à la tête du pays jusqu'au mois de décembre 2012. Il est réélu président de la République le 7 décembre et investi dans ses fonctions le 7 janvier 2013 malgré l'opposition qui avait contesté son accession au pouvoir. John Dramani Mahama, qui a exercé la présidence du Ghana de 2012 à 2017, reprend ainsi les rênes du pays après plusieurs années passées dans l'opposition. Ce retour symbolise une nouvelle ère
pour le NDC qui aspire à revitaliser l'économie nationale tout en consolidant les acquis démocratiques et sociaux. La victoire de John Dramani Mahama survient dans un contexte économique particulièrement difficile pour le Ghana. En tant que premier producteur d'or en Afrique et deuxième producteur mondial de cacao, le pays est confronté à une inflation sans précédent ainsi qu'à un niveau d'endettement élevé. Sa victoire marque un retour historique, faisant de lui le premier président de la 4e République du Ghana à reprendre la présidence. Des célébrations ont éclaté dans la capitale Accra et à travers le Ghana après la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique, il a battu le vice-président sortant Mahamoudou Bawumia du nouveau parti patriotique. Ce dernier a reconnu sa défaite et félicité le nouveau président, saluant la décision des Ghanéens. John Dramani Mahama, président entre 2012 et 2017, revient au pouvoir avec la promesse de réformer un pays en pleine crise économique. Ce scrutin incarne l'espoir d'une population, notamment des jeunes, touchés par l'inflation et le chômage. Le Premier ministre du Burkina Faso a été limogé. Apollinaire Joachim Thielem de Tambela a été démis de ses fonctions vendredi. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a également dissous le gouvernement par un décret officiel sans en expliquer les raisons. En attendant un nouvel exécutif, les ministres sortants continuent d'assurer leurs fonctions. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2022, Ibrahim Traoré avait promis de rétablir la sécurité. Mais la situation reste critique. Les attaques de groupes armés liés à Al-Qaïda et l'État islamique se multiplient. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et 2 millions de personnes sont déplacées. La transition burkinabé a été prolongée de 5 ans en mai dernier. Les autorités ont redéfini leurs relations avec certains partenaires internationaux comme la CEDEAO et la France, alors que le pays continue de faire face à d'importants défis sécuritaires et économiques. Le Kenya dément catégoriquement les accusations de salaires impayés pour ses policiers en mission en Haïti. Ces affirmations font suite à des témoignages relayés par des médias locaux où certains policiers se plaignaient de retard de paiement. Depuis juin, le Kenya dirige une mission de maintien de la paix en Haïti, soutenue par l'ONU, pour lutter contre la violence des gangs. Le chef de la police kenyane, Douglas Kanya, affirme que les agents ont reçu leur salaire jusqu'à la fin octobre. Cette opération a déjà coûté plus de 15 millions de dollars au gouvernement kényan qui attend des remboursements de l'ONU. Le manque de ressources et de financement reste un défi majeur pour cette mission. Malgré cet engagement, de nombreux observateurs critiquent l'efficacité de l'opération. Les forces kenyanes n'ont pas encore repris les zones contrôlées par les gangs ni arrêté leurs chefs. La communauté internationale pousse pour une intervention élargie. Pendant ce temps, la violence continue de faire des ravages, plus de 4500 morts et 700 000 déplacés cette année, selon l'ONU. Ce sont des centaines de Tchadiens qui sont sortis massivement ce matin répondre à l'appel des autorités qui ont organisé des manifestations spontanées dans plusieurs villes du Tchad et notamment dans la capitale N'Djamena pour dénoncer la signature, pour dénoncer les accords de défense entre le Tchad et la France. Les organisateurs ont insisté sur le fait que le Tchad est désormais une puissance, le Tchad est capable de se défendre, le Tchad est un pays souverain. Il se peut que nous allons prendre des actions pour faire des accords avec n'importe quel pays. Même par exemple la France aussi. Il n'y a pas de problème en tant que pays, amis et autres. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils nous considèrent comme un pays souverain qui est capable de prendre ses décisions à seul, à lui-même, parce que nous incarnons l'intellect. D'ailleurs, un comité a été mis sur pied par la primature tchadienne afin d'étudier la question et d'informer officiellement les autorités françaises et d'évaluer une date de retrait probable des effectifs français sur le sol tchadien. Pour Africa News, je suis Joël Honoré Kouam. Des routes bloquées, des pneus en feu,
La colère de l'opposition au Mozambique continue de s'intensifier. À Maputo, les partisans de Venancio Mondlane contestent toujours les résultats des élections d'octobre. Ils dénoncent des irrégularités et demandent justice. Les soldats montrent leur force et nous font comprendre qu'ils sont de notre côté. Ils gardent leur visage couvert car, comme on dit, ils craignent les ordres supérieurs, d'où les masques. Mais quand ils arrivent, ils disent « Nous sommes avec vous, nous soutenons la même cause ». Ma manifestation n'a rien à voir avec du vandalisme. Non, je me préoccupe de l'avenir des jeunes, de ce qui leur arrivera demain. C'est cela qui compte pour moi. Depuis le début des manifestations, les tensions restent vives. La répression s'intensifie et les arrestations se multiplient. Vous arrêtez une personne qui tient simplement une manifestation pacifique. Pourquoi devez-vous l'emmener à la police? Depuis le 21 octobre, la situation est tendue avec au moins 88 morts. L'opposition appelle à une semaine de mobilisation pour maintenir la pression. Les rescapés du naufrage au large de Madagascar sont rentrés en Somalie, accueillis par leurs proches à l'aéroport de Mogadiscio. L'émotion était palpable, notamment pour ceux ayant perdu des membres de leur famille dans cette tragédie survenue après près d'un mois en mer dans des conditions éprouvantes. Je présente mes condoléances à ceux qui ont péri dans l'accident, y compris ma sœur Anan. Je suis heureuse que mon frère Ahmed soit revenu sain et sauf. Gloire à Dieu. Parmi les survivants, certains ont perdu des êtres chers. Le récit de ce drame illustre les dangers de ces traversées maritimes entreprises par des migrants en quête d'opportunités. Nous étions 75 au total et 28 personnes sont décédées. Parmi les morts se trouvait ma cousine, la fille de mon oncle. Nous sommes 47, moi compris, à avoir survécu à l'accident. Cette tragédie met en lumière la précarité des routes migratoires dans la région. Les survivants assurent qu'ils ne prendront plus de risques similaires à l'avenir. Les rescapés et moi sommes heureux de revenir dans notre pays. Ils m'ont assuré qu'ils ne prendraient plus jamais ce genre de risque. Le gouvernement somalien s'engage à trouver une solution et cette solution sera un effort collectif. Le gouvernement somalien promet de trouver des solutions pour éviter ces drames. Dans un contexte marqué par la pauvreté et l'instabilité, de nombreux jeunes tentent ces voyages en quête d'un avenir meilleur. À Westonaria, près de Johannesburg, un projet agricole révolutionnaire donne une nouvelle chance aux personnes sourdes. Victoria Matebogo a quitté son emploi pour fonder le collectif Voice Deaf. L'objectif, offrir aux sourds des compétences agricoles et un travail adapté à leurs besoins dans un environnement inclusif. Avant de quitter mon emploi, j'ai constaté que de nombreuses personnes sourdes restaient à la maison sans emploi. Elles font face à des problèmes d'accessibilité, notamment en matière de communication. C'est le principal défi de la communauté sourde. Les bureaux gouvernementaux ne sont pas accessibles pour eux. Beaucoup n'ont pas fini l'école, certains n'ont même pas les moyens de voyager loin pour y aller. Ils finissent souvent par rester chez eux. J'ai décidé donc de lancer une entreprise agricole pour leur enseigner des compétences en agriculture, leur apprendre à planter et leur offrir un travail adapté à leurs capacités. C'est pour cela que j'ai choisi de leur donner une opportunité. Ce projet permet aux participants d'acquérir une autonomie financière tout en développant de nouvelles compétences. Travailler dans un espace où la langue des signes et la norme transforment leur vie. Je suis heureuse de travailler ici. C'est un plaisir de travailler à la ferme. Je travaille lentement, mais sûrement. Et j'apprends tout en recevant un salaire. Je peux faire des choses par moi-même et je peux même subvenir à mes propres besoins. C'est un lieu d'espoir et d'inclusion
où les personnes sourdes trouvent des opportunités tout en bâtissant une nouvelle vision de l'agriculture. La chute du gouvernement du président syrien Bachar al-Assad dimanche a mis un terme dramatique à plus de 50 ans de règne du clan al-Assad en Syrie. Appelé à la présidence en 2000, Bachar, alors âgé de 34 ans, était perçu comme un réformateur potentiel. Cet ancien ophtalmologue formé en Occident et passionné d'informatique avait suscité des espoirs après des décennies de règne autoritaire sous son père Hafez al-Assad. En mars 2011, la situation a rapidement dégénéré. Face à des manifestations pacifiques, al-Assad fils a opté pour la répression violente. Malheureusement, quand les choses et le dialogue se déroulent dans la rue et en dehors des institutions comme il se doit, le chaos s'installe et la réaction à ces actes devient le problème. Et c'est ce que nous appelons des erreurs, l'emporte et le sang coule. C'est ce qui s'est passé et vous en êtes tous conscients. Des victimes sont tombées. Bachar a ordonné des frappes militaires contre les villes rebelles avec le soutien des puissances étrangères comme l'Iran et la Russie. La guerre a causé la mort de près d'1 demi-million de personnes et provoqué le déplacement de la moitié de la population syrienne. Le départ du clan al-Assad laisse la Syrie en proie à une incertitude accrue, sans successeur clair pour guider le pays. Personne ne peut être sûr que la Syrie ne sera pas divisée et qu'un transfert démocratique du pouvoir aura lieu.